Je vais appeler à monter sur scène les premiers intervenants de la table ronde Amont. Donc Stéphane Borderieux, agriculteur, président de la FNPC, la Fédération nationale des producteurs de chanvre, vice-président de la chanvrière. Tu es donc le représentant des producteurs en France. C'est toi qui vas animer cette table ronde. Je vais appeler Jacques Martin, agriculteur aussi, producteur de semences, président d'Empit, l'entreprise de production de semences, et d'Empit ADN, l'entreprise qui fait toute la recherche génétique. Je vais appeler Jérôme Vivien, technicien de la CAVAC, qui remplace au pied levé Julien, pour qui on a une pensée. Et je vais appeler Jérôme Gallois, agriculteur également, producteur de la chanvrière, administrateur de la chanvrière et administrateur d'Interchanvre. Pour lancer votre propos, on va lancer une petite vidéo. Je vous laisse vous asseoir et vous avez les micros devant vous. Merci. L'itinéraire technique de cette culture est extrêmement simple. En effet, vous allez semer la culture, vous allez la fertiliser, vous allez la récolter. Le chanvre possède de nombreux atouts agronomiques. C'est un excellent précédent pour céréales. Souvent introduit entre deux céréales, c'est une plante qui va libérer très tôt le sol. Vous allez avoir en fait des conditions de semis pour la céréale qui va suivre qui seront optimales. De plus, le chanvre est un vrai réservoir en termes de biodiversité. Vous allez trouver de nombreux auxiliaires tels que des carabes, des araignées, mais également coccinelles, tous les auxiliaires que l'on peut trouver dans une parcelle agricole. Le chanvre a des besoins modérés en azote. En effet, une centaine d'unités suffit à couvrir l'ensemble des besoins. Donc on le voit, un itinéraire technique relativement simple et surtout un des gros avantages avec le chanvre, c'est qu'on ne va pas utiliser de produits phytosanitaires. Si on compare à du tournesol, du colza, du blé, ce sont des espèces qui sont en fait des hybrides ou des lignées. Pour le chanvre, on est avec des populations. Alors, qu'est-ce que ça apporte comme avantage? Génétiquement, tous les pieds sont différents les uns des autres. Donc, vous avez ici plusieurs pieds et effectivement, génétiquement, ils sont différents, si bien que lorsqu'une maladie va venir attaquer un pied de chanvre, plutôt que de se développer en foyer comme sur d'autres espèces comme le tournesol, le colza, eh bien la maladie va se cantonner simplement sur un pied et ne va pas venir contaminer les autres pieds puisque génétiquement ils sont différents les uns des autres. De même, on n'utilise pas d'herbicide sur le chanvre, on mise sur la vitesse à laquelle le chanvre va pouvoir se développer dans la parcelle. Il y a une règle à respecter qui est la température du sol. Il faut que le sol soit suffisamment réchauffé pour que la plante explose vraiment au niveau de l'implantation et ça veut dire 12 degrés à 2-3 cm de profondeur. Là, on va mettre la graine et avec ces consignes, eh bien, on a un chanvre qui va pousser très vite, qui va venir concurrencer les mauvaises herbes et de ce fait, ça ne va pas les empêcher de germer, mais par contre, il ne va plus y avoir d'activité photosynthétique pour ces mauvaises herbes qui vont être sous la végétation et elles vont périr d'elles-mêmes. Donc vous le voyez, une culture avec un itinéraire technique extrêmement simple et qui ne demande qu'à être développée sur l'ensemble du territoire. Bonjour à toutes et tous, Stéphane Borderieux, comme Nathalie m'a présenté, je passe dessus, pour la plupart je vous connais en grande partie. Un petit point d'actualité, en tant que producteur et en tant que citoyen, les crises successives de ces dernières années, Covid et maintenant guerre en Ukraine, bouleversent tous les marchés alimentaires et autres, automobiles, par des pénuries de composants. La filière chanvre se trouve impactée sérieusement puisque nous ne pouvons pas suivre la valeur des produits alimentaires. Franck nous a présenté tout à l'heure la recette de l'agriculteur. Ça, c'était avant 2021. Depuis 2021, avec la hausse des engrais qui est de x5, la hausse du matériel de 30%, la culture est de moins en moins rentable pour le chanvrier. Donc, la grande crainte, c'est que les producteurs s'éloignent de cette culture. Elle a d'autres avantages, comme ils ont été cités, au niveau écologique,
diversité, qui rentre pleinement dans le Green Deal. Donc on a encore des avantages. Cependant, on va devoir aller au pas forcé, faire augmenter la valeur de nos produits. Et là, ce sont nos chanvrières qui vont faire le travail, comme toujours. Ensuite, nous avons aussi une filière qui est en suspens pour le moment. Une partie de la filière qui est sur les molécules. Une évolution réglementaire depuis décembre qui va être mise en pratique dès maintenant, mais nous, en tant que producteurs, on a beaucoup de craintes. Quelles règles? Quel cadre? Quelle application? Tout est à construire. Et pour le moment, c'est encore très flou. Nous n'avons pas de visibilité. Alors comment, en même temps, améliorer la marge des producteurs? Bien sûr, comme je viens de le dire, augmenter le prix des matières et de payer au mieux le producteur. Parce que sans matière qui rémunère le producteur, nous n'aurons pas de producteur. Donc, on tue toute la filière chanvre. Il faut avoir ça en tête. Et je dirais que c'est valable dans toutes les productions. Ce qu'on oublie un peu, c'est que le producteur est à la base. S'il n'y a pas de production, que ce soit en alimentaire, en automobile et autres, le cycle de la vie de l'homme est coupé. Donc attention, on a eu tendance à détériorer et montrer du doigt les producteurs. Chaque producteur doit minimiser ses charges, ce qu'il fait depuis très longtemps, et notamment dans le matériel. Et là, on a besoin aussi de nouveaux matériaux pour la récolte, des constructeurs qui s'impliquent, ce qui est, pour une petite filière, très compliqué. On ne se rend pas compte de loin, mais vous ne mobilisez aucun constructeur aujourd'hui. On est obligé de se débrouiller nous-mêmes. Et puis bien sûr, on en a parlé, c'est le sujet du jour, c'est le carbone stocké. Alors pour rappel, Franck nous l'a dit, 15 tonnes de CO2 produits stockés au niveau de la plante. Cependant, à ce jour, on ne compte que le stockage dans le sol. Et nous exportons tous nos produits qui finissent dans les bâtiments, dans l'automobile. Donc le stockage, il est après. Et pour le moment, il n'y a aucun retour ni rémunération pour l'agriculteur. Donc là, il faut qu'on trouve une solution. Donc là, j'ai, en tant que président de la FNPC, donc Fédération nationale des producteurs de chanvre, qui a été créée en 1932 par et pour les producteurs de chanvre, qui a regroupé toutes les associations ou syndicats des différents départements ou territoires. Sa mission, à l'origine, assurer, représenter, défendre le producteur chanvrier. Ensuite, on y a ajouté la recherche agronomique, parce que petite filière, pas d'accompagnement. La partie aussi, lobbying politique, il a fallu, au sein de la FNPC à l'époque, d'avoir toutes ces missions. Avec, bien sûr, des budgets très limités, petite filière, petite cotisation. La particularité aussi de la FNPC, c'est qu'elle a aussi porté la génétique au démarrage. Et elle suit encore la partie réglementaire, puisqu'elle fait à ce jour encore toujours les contrôles réglementaires, puisqu'on est contrôlé, et ça, c'est pour ça que le chanvre est resté en Europe, on contrôle 30% de nos surfaces tous les ans, pour savoir s'il n'y a pas de dérive. Ce qui aujourd'hui n'est pas intégré dans le nouveau cadre réglementaire CBD et autres. Je vais vous faire un petit peu d'histoire, mais très rapide, parce que, comme on a dit, le chanvre, ça démarre de très loin. Et moi, je vais démarrer à 1932, donc la création de la FNPC. Jusqu'à 2003, elle avait toutes les fonctions, missions que je viens de vous citer. Depuis 2003, Interchanvre, donc qui regroupe les producteurs et les industriels, a repris une bonne partie des missions. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de la partie agronomique qui était de 1932 à 2003. En 2003, nous avons créé l'Institut technique du chanvre, qui avait la charge de s'occuper de l'agronomie et de la récolte. Puis, c'est devenu Cetium et maintenant, c'est Terre Innovia avec le reportage que l'on vient de voir. Au départ, la partie génétique était au sein de la FNPC et on l'a développée en collaboration avec l'INRA à l'époque, notamment sur la monoécie, le teneur en fibres et surtout à l'époque, la teneur en THC, qui devait être toujours inférieure à 0,2%. C'était la base pour pouvoir encore cultiver du chanvre. En 1964, la filière a créé la coopérative CCPSC, donc la coopérative semencière de chanvre,
pour garantir et fournir des semences certifiées auprès des producteurs français, puisqu'à l'époque, il n'existait aucun autre sélectionneur pour apporter de la semence de qualité. 2017, la CCPSC devient MPIT, et je laisserai Jacques vous le présenter. Et en 2019, on est créé MPIT ADN qui reprend toute la génétique et la R&D en co-entreprise entre FNPC et MPIT. Voilà un petit bref histoire de la FNPC, mais là c'est très très rapide. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé au sein de cette structure. Un petit mot sur MPIT ADN, donc créé en 2019, co-entreprise entre deux structures qui ont toujours travaillé ensemble sur la génétique. Il faut savoir que c'est au niveau français, je crois, l'une des seules filières où la génétique appartient encore aux agriculteurs. La plupart du temps, ce sont des industriels privés qui détiennent la base des filières. Donc MPIT ADN est l'entité économique donc, sur le développement de nouvelles variétés, création, mais aussi sur de la R&D pour bien connaître la plante et voir comment on peut améliorer la graine. Elle a pour but donc l'innovation variétale. Elle investit 15% de son chiffre d'affaires qui sont en fin de compte des royalties reversées à MPIT ADN. 8 collaborateurs à ce jour sur 3 sites. Oh, attendez, je ne vais pas passer. 3 sites, 2 services opérationnels, un sur la R&D, un autre sur la création variétale. 2 millions d'euros d'investissement, mais ça ira encore, il en faudra encore beaucoup pour développer. Et en même temps que Jacques présentera MPIT, on vient de créer un nouveau labo qui va être inauguré à la fin de la semaine. Donc on a mis beaucoup de moyens dans la recherche et dans la génétique. Très rapidement, donc, pourquoi améliorer les plantes? Eh bien, pour répondre à tous les futurs marchés de la filière chanvre, bâtiments, cosmétiques, textiles, plasturgie, agroalimentaire, médical, papier et molécules. Mais la génétique, c'est un temps très lent. On n'est pas dans le court terme comme on vit régulièrement en ce moment. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est 8, 9, 10 ans pour avoir des réponses. Alors, il y a quelques petits leviers au niveau français qu'on pourrait peut-être lever, qui freinent. On perd 2-3 ans pour des suivis administratifs qui sont peut-être plus nécessaires maintenant. Donc la R&D, donc, comme je disais, pour répondre quantité, qualité de fibres, adapté suivant les différents marchés, notamment le marché qui monte en flèche, qui revient en flèche, le textile. Qualité et quantité aussi pour la semence pour l'agriculteur, puisque c'est toujours la base. Il faut les métabolites secondaires et cannabis médical qui sont, en démarrage en France. Il y a encore beaucoup de travail. Voilà un peu les 2 premières bases de la filière chanvre, puisque les producteurs, on vient de créer la première graine. Maintenant que nous avons créé des variétés, je vais faire intervenir mes 3 collègues pour présenter les différentes étapes pour produire un chanvre de qualité. Donc je vais démarrer par, une fois qu'on a la graine, il nous faut de la semence. Jacques, je vais te laisser le micro. Comment obtient-on une semence certifiée? Et quels sont les axes de progrès pour MPIT pour l'avenir? Merci Stéphane. Donc Jacques Martin, bonjour à tous. Jacques Martin, donc je suis agriculteur dans le Maine-et-Loire, donc sur une exploitation 3 associés, donc producteurs de lait, de la céréale et entre 15 et 20 hectares de semences de champs sur l'exploitation depuis une 40aine d'années. Donc c'est à ce titre que je suis président de la coopérative MPIT et MPIT ADN. Donc le métier de la coopérative dans la filière, donc c'est la production de semences. Oui. D'accord. Donc c'est la production de semences de chanvre et c'est d'approvisionner la filière française et européenne.
Vous vous rappelez sans doute une année où on a manqué de semences. Et pour une filière, c'est dramatique, quoi, parce qu'on a assuré la production française, mais cette année-là, on a raté beaucoup de marchés européens. Et je pense que ça nous a servi de leçon au niveau de la gestion de la coopérative et de la gestion des stocks. Et donc ce métier-là, on le fait depuis 1964, comme nous disait Stéphane. Donc la semence, c'est très réglementé. Donc on a déjà une réglementation européenne avec 6 règlements et une réglementation française qui est régie par le Code de la santé publique. Et ce n'est pas le plus simple à gérer, des grandes règles. Donc il y a 6 arrêtés, dont un de 6 août 71, qui gère toute la partie semences et les contrôles qu'on peut avoir sur nos champs de semences et toute la suite au niveau du THC. Donc MPIT est le premier opérateur européen. Et donc nous sommes les membres actifs au niveau de SEMAE et de l'Union française des semenciers. Là où on côtoie les grands semenciers français, Limagrin et RAGT, donc qui nous ont aidés vraiment à développer notre site et toute la partie exportation. Donc notre métier, donc aujourd'hui, c'est des étiquettes que les producteurs connaissent bien, hein, les passeports qui sont obligatoires sur tous les sacs de semences. Donc vous avez la partie rouge qu'on retrouve chez les producteurs de semences de chanvre industriel. Donc ça, c'est le passeport qui trace toutes nos semences de la production sortie de nos champs jusqu'à l'utilisation chez le producteur. Et l'étiquette bleue, c'est l'étiquette qui est le passeport qu'on retrouve chez nos semences, les générations G3. Donc là, il y a des règles aussi qui sont propres au chanvre. C'est-à-dire que chaque producteur doit, en déclarant la PAC, coller toutes les étiquettes à la déclaration. Et je me mets à la place des producteurs de chanvre industriel où c'est une vraie galère, quoi. Là, on demande vraiment qu'il y ait une transformation. À notre niveau, les doses de SPI, on a une étiquette par exploitation, mais au niveau des chanvres industrielles, c'est compliqué. Et au niveau de la semence, la France a un vrai savoir-faire et c'est le premier exportateur mondial. La semence, aujourd'hui, ça représente 3,3 milliards d'euros et de chiffre d'affaires. Et comme disait Stéphane tout à l'heure, le budget R&D il correspond à peu près entre 13 et 15%. Et donc c'est hyper important pour une filière parce que une filière qui n'a pas de sélection, c'est une filière qui meurt, quoi. Alors depuis 5 ans, cette zone protégée nous assure de pouvoir multiplier les différentes variétés de chanvre monoïque, à savoir qu'il faut une distance de 5 km entre une parcelle de chanvre semence et une parcelle de chanvre industrielle ou production de CBD. Donc dans notre zone, tout est cartographié et ça permet de vérifier vraiment les éloignements de parcelles et puis de gérer avec l'aide des DDT, de pouvoir bien suivre la qualité de notre parcelle. Alors là, c'est notre équipe. Je tenais à la présenter parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de filière sans hommes. Et 13 administrateurs donc de 40 à 60 ans qui animent puis qui assurent aussi l'avenir de MPIT et puis de ses différents projets. Là, pour la production de semences, je vais vous les présenter sommairement. Le métier multiplicateur, c'est assez compliqué. Parce qu'à l'inverse du chanvre industriel, la biomasse ne nous aide pas. On sème à 1,3 kg hectare, à 75 cm d'écartement entre chaque rang. Donc on a des gros problèmes. Notre souci, c'est de maintenir la densité et surtout de tenir propre, et donc en binant beaucoup.
On a les risques d'insectes que vous voyez sûrement dans vos parcelles, mais vu les densités, nous, c'est des sérieux problèmes, quoi. Et par les temps qui courent, les molécules qui disparaissent, et ça devient très compliqué. Et il faut, on travaille pour que ça marche, quoi. Ensuite, au stade floraison, donc qui dure à peu près 4 semaines sur le chanvre, les producteurs passent 3 fois par semaine pour enlever toutes les fleurs mâles, enfin les pieds mâles. Donc ça correspond à peu près à une vingtaine d'heures de l'hectare. Et ce métier-là, il est contrôlé par les contrôleurs au sein de la coopérative qui vérifient que le travail est bien fait et que vous ayez des semences au niveau industriel qui soient propres en mâle. Ensuite, la graine est récoltée, donc entre 20 et 25% d'humidité. Et c'est là que la qualité de nos semences se joue. C'est-à-dire qu'on doit redescendre le taux d'humidité à 9% et le plus rapidement possible. Donc ça doit être descendu dans les 12 à 15 heures qui suivent. Donc MPIT, aujourd'hui, on est 145 producteurs sur 1400 hectares à peu près. Et sur ces 145 producteurs, il y a à peu près les 3/4 qui sont semenciers quasiment à 100%. Ils font beaucoup de maïs semences, des potagères et tout ça. C'est vraiment un métier de semencier. Et c'est vraiment des agriculteurs qui sont spécialisés. Aujourd'hui, on fait 2000 tonnes de semences certifiées par an sur 500 parcelles. Donc les contrôleurs qui vont bien pour suivre le métier, les qualités des champs. 12 machines de récolte qui sont gérées par la coopérative. 280 mètres de séchoir au sein de la coopérative qui nous permettent de récolter à peu près 50 hectares par jour. Et on a la même capacité chez nos agriculteurs. Le stockage de frigo, important aussi pour une filière, c'est 875 tonnes aujourd'hui. Les salariés, on a 28 permanents sur la coopérative. Au niveau, vous le verrez tout à l'heure sur le plan, un laboratoire de qualité des semences qui est agréé depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, on peut être réactif sur tous les lots commerciaux, c'est-à-dire que quand on a un marché, les analyses sont faites et ça permet d'éditer nos passeports très rapidement. Autrefois, il nous fallait 40 jours pour avoir un passeport. Aujourd'hui, on l'a sous 15 jours, quoi. Vraiment les délais minimums. Et le laboratoire R&D, là, qui est construit depuis peu, qu'on va inaugurer à la fin de la semaine, et qui travaille sur tout ce qui est biotechnologie en sélection variétale. Notre site, le site industriel qui va être effectif à 100% pour la prochaine récolte. Donc vous verrez sur l'outil, c'est une marche en avant. Sur l'ancien site, la graine faisait à peu près 1,4 km entre l'arrivée du producteur et la sortie en sac. Sur ce site-là, on va faire à peine 350 mètres, je crois. Donc on essaye de gérer au mieux. Donc l'agriculteur livre au niveau des séchoirs sur votre partie droite, donc à 20-25% d'humidité. C'est descendu à 9%. Ensuite, la partie nettoyage, donc maro, table densimétrique, et puis donc là sur le prochain projet, on aura le trieur optique, donc pour améliorer encore plus la qualité. On a un stockage d'à peu près 2000 tonnes en extérieur, et puis les frigos pour 875 tonnes. Une chaîne d'ensachage à peu près 15 tonneurs. Et puis après, ce qui est le plus important pour nous, c'est le départ vers le quai de chargement. C'est-à-dire que ce qui nous fait plaisir, c'est quand la graine monte dans le camion. Et vous verrez en dessous donc les 2 laboratoires. Donc le laboratoire sur la droite analyse qualité de semences, et sur votre gauche dans le bas, le laboratoire R&D. Alors notre rôle dans la filière chanvre,
c'est de multiplier des variétés qui correspondent à vos débouchés, fibres et graines. Et que les semences soient dans les critères de qualité, ça c'est ce qui nous importe. Et puis la qualité de la semence, c'est la qualité de vos cultures chez vous. Très bien. Je vous remercie. Merci Jacques pour cette présentation. Alors maintenant que nous avons une semence de qualité certifiée, je vais demander à Jérôme, tu peux nous présenter un itinéraire technique pour passer de la semence à un développement d'une culture de chanvre? Bonjour à tous. Donc Jérôme Vivien, technicien suivi de culture à la Cavac. Donc Cavac en Vendée, hein, une petite chanvrière. On fait entre 1600 et 1700 hectares par an de chanvre, avec un fonctionnement un petit peu particulier parce qu'on gère de la mise en place jusqu'à la récolte et jusqu'au ramassage de la paille. Donc si on veut parler de la technique, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, l'important pour le chanvre, c'est de bien positionner la graine. Donc le premier choix à faire, c'est cette sélection de graines. On va choisir la graine par rapport au débouché. On a accès à une gamme de semences qui est assez importante aujourd'hui en France, hein, par MPIT, où on a des précocités, des spécificités pour aller chercher de la graine, de la fibre, des deux aussi, des variétés qui sont un peu plus mixtes. Donc on a des besoins, nous aussi, en termes de débouchés, plus ou moins fibre, plus ou moins paille, plus ou moins chène-vie. Donc on pioche dans ce stock de semences et on met en place après par rapport au territoire. Le choix variétal, il va se faire aussi par rapport au parcellaire. On a des diversités de parcellaires, donc plus ou moins séchant, plus ou moins humide. On va choisir la graine en fonction de ça. Deuxième point après, le choix variétal, ce sera adapter la densité de semis. On sème en fonction de ce qu'on va rechercher, entre 35 et 80 kg à l'hectare. On sera sur des densités un peu plus faibles quand on va aller chercher du chène-vie. Et à l'inverse, si on va aller chercher des pailles de qualité, entre guillemets textile, on va augmenter la densité pour avoir une densité de pied plus importante et une fibre de qualité un petit peu différente. Ce n'est pas la seule chose qui permet d'atteindre des qualités de fibre textile, parce qu'il y a un petit peu de travail aussi après, mais c'est plus Jérôme qui en parlera par rapport à la récolte. Mais la densité est importante aussi. Donc un choix variétal en fonction du terroir et en fonction du débouché qu'on cherche. Donc on a choisi la graine, après il faut préparer le terrain. On parlait de la température de semis, on parlait de la durée du cycle de la plante qui est très très court. Donc le premier objectif, c'est de bien préparer le terrain pour optimiser la levée. Ça nous permettra après, comme on a parlé tout à l'heure aussi, d'avoir une parcelle qui se nettoie bien. Plus la levée est homogène, plus la parcelle se développe facilement, plus moins on aura de problèmes de gestion d'adventices à gérer pendant le cycle. Donc, techniquement, c'est ce qu'on dit à nos producteurs, hein, on veut avoir un lit de semence qui soit très très fin. Il faut optimiser le contact entre la seule et la graine. Donc c'est une préparation fine en surface. C'est pas toujours facile à faire au mois de mars ou au mois d'avril quand on veut semer le plus tôt possible. Les conditions météo nous obligent quelquefois à revoir un petit peu. Mais voilà, un bon rappui, une bonne structure, fin en surface pour améliorer au maximum le potentiel d'enracinement de la plante. On va aussi aller chercher, alors même si c'est une plante qui a un système racinaire qui permet d'explorer le sol, on va essayer de lui favoriser ça quand même en travaillant en profondeur. Alors, plusieurs choses pour ça, hein. Il y a le décompactage, on va passer des lames très très en profondeur. On peut parler de labour aussi. Le labour a un autre intérêt dans notre système de culture, c'est qu'il permet de nettoyer les parcelles bien au semis et à la récolte aussi. Une parcelle labourée, on l'a vu, permet quand on a besoin de faire du ruissage un peu plus long après la récolte, d'avoir des parcelles qui restent propres plus longtemps en fin de cycle. Ça, et après la date de semis, donc je le mets ici là, hein, le chanvre est une culture thermophotopériodique, donc il est à la fois lié aux sommes de température, mais aussi, et c'est très important, par rapport à la durée du jour, par rapport à la durée de la nuit. Ça peut permettre d'avoir des surprises quelquefois.
ou quand les sommes de température sont très très vite atteintes, d'avoir des montées à graines qui peuvent être précoces. Donc c'est à prendre en compte. Donc, on a quelquefois affaire à des SPI très très précoces, autour du 15-20 mars, ça peut arriver. Et on sait que dans des conditions comme ça, si la météo nous aide pas trop, on peut avoir des montées à graines rapides et puis des soucis à la récolte. Un chanvre-tout de petite taille qui monte très très vite en graines. Il n'empêche, on essaie d'optimiser quand même la date de semis. On le disait tout à l'heure, 5 mois de durée de pousse, c'est court. C'est court et le chanvre fait sa pousse, on le verra tout à l'heure. Là, j'ai un petit graphique là, sur le cycle de la plante. Mais le chanvre a besoin de pousser vite, donc plus on le sème tôt, plus il aura une phase de croissance active pour atteindre de la biomasse et du potentiel graine. Ça, voilà. Donc le cycle végétatif, je ne sais pas si c'est très très clair, c'est peut-être pas très très gros. Moi, j'ai pas de bons yeux, donc oui, ça devrait aller. J'en ai déjà vu. Donc le chanvre était une plante annuelle, croissance très rapide, 5 mois, 3 mètres de haut. En 5 mois, c'est un développement qui est très très rapide. Donc, je répète, on optimise le semis. Il faut une levée qui soit rapide et homogène. Ça permet de nettoyer la parcelle. Et après, on sait ce qu'on dit nous. Au bout d'un mois, il faut que le chanvre couvre la parcelle. Si au bout d'un mois, le chanvre couvre la parcelle, on sait qu'on n'aura pas de problème de développement, pas de problème d'enracinement et pas de problème de salissement. Et c'est là après où on dit que le chanvre c'est une culture facile, parce que quand le semis est réalisé comme ça et qu'on a un beau développement, après on laisse le chanvre pousser et on revient pour la récolte. On peut parler ici aussi de fertilisation. On a évoqué tout à l'heure le fait que l'azote coûtait cher. C'est vrai. Nous, ce qu'on met en avant dans une zone d'élevage chez nous, c'est la grande capacité du chanvre à valoriser la matière organique. Fumier, de volaille, lisier, on est bien pourvu sur notre territoire et c'est quelque chose qu'on avait toujours mis en avant et le chanvre le valorise très très bien. On va gérer la fertilisation aussi, peut-être aussi un peu par rapport aux débouchés qu'on va chercher, des besoins un petit peu supérieurs en graines par rapport à un chanvre simplement paille ou textile. Quelquefois, on peut avoir besoin de rajouter un petit peu de renfort minéral en cours de culture, en cours de végétation pour des débouchés graines. Ça, tac. Et la récolte, donc avant la partie mécanique par Jérôme, elle s'effectue entre 3 et 4 passages en fonction de ce qu'on cherche à avoir, de ce qu'on cherche à chercher. Sur quelque chose simplement paille, on fauche, on fane ou pas, on endaine et on presse. Voilà. Après, on va avoir une période de ruissage qui va être plus ou moins longue en fonction de la qualité de la paille qu'on va aller chercher. Sur une paille blanche, on va laisser simplement le soleil et un peu l'humidité agir. Sur une recherche de paille très très noire, beaucoup plus noire, le ruissage va être beaucoup plus long. Donc le ruissage, oui, c'est l'action de la météo en fait sur la paille pour dégrader. Ce que vous voyez sur la première petite photo là, on a le squelette de la plante, la chaîne-vote à l'intérieur, le petit tube rigide, et autour c'est la fibre. Donc l'action de la lumière et de l'humidité du sol, l'humidité de l'air, va permettre de dégrader ces fibres, de les séparer les unes des autres et de les travailler plus facilement derrière à l'usine. Et c'est le ruissage qui permet d'atteindre ça. Ça peut complexifier aussi quelquefois le pressage parce que la paille qui se dégrade un peu est moins facile à presser, mais ça fonctionne quand même. Un autre guide pour la récolte, c'est la maturité de la graine. Quand on est sur de la graine, il va falloir attendre aussi que la graine soit venue à maturité. On parlait d'humidité de récolte, on est à peu près sur les mêmes choses quand on cherche de la graine chez nous, 20-25% d'humidité. C'est pas facile de descendre beaucoup en dessous, sans perte au champ, parce que la graine de chanvre n'est pas beaucoup tenue sur la plante et elle a tendance à tomber facilement. Surtout qu'on a des récoltes qui sont un petit peu agressives en chanvre. Là, quand on vient avec un bec camper, ça secoue beaucoup. Donc on ne récolte pas très très sec, mais sur un chanvre paille, ça sera bien la maturité de la graine qui va diriger la récolte, plus que la qualité de la paille et sa couleur. Et ensuite, la récolte, la conservation de la paille. Donc quand on a atteint l'objectif qu'on s'était donné en termes de couleur ou de qualité de paille, on va venir la presser. Et il faut la presser sèche. On ne peut pas presser du chanvre, c'est pas comme presser de la paille de
de blé. On intervient rarement le matin, beaucoup l'après-midi, quand la paille est bien sèche. C'est ce qui permet de garantir la conservation maximale. Autour de 10-15% d'humidité, c'est comme ça qu'on sait que ça se conserve le mieux. Et j'ai gagné du temps sur le programme. Merci Jérôme. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu parce que c'était quand même assez technique. Hein. C'est un peu notre jargon producteur. Maintenant que nous avons une semence, nous avons du chanvre qui a poussé en 5 mois, qui fait 3 mètres, voire plus. Il y a le temps de la récolte, mais aussi qui a capté 15 tonnes de CO2, je le rappelle, l'équivalent d'une forêt en 5 mois, hein, pas en 30 ans. Jérôme, tu vas nous parler des différentes récoltes? Quelques-unes, pas toutes, parce qu'il y en a nombreuses, suivant les débouchés. Bonjour à tous, donc Jérôme Gallois, producteur dans le nord-ouest de l'Aube pour la chanvrière, avec du champ sur l'exploitation depuis 30 ans. Je vais donc vous parler des quelques systèmes de récolte que l'on peut rencontrer sur le territoire. Donc la récolte, c'est un moment très important pour le producteur, parce qu'elle nécessite beaucoup de réactivité, notamment vis-à-vis de la météo qui peut être variable selon les années. On peut commencer tout d'abord par les récoltes en non battues, donc on ne va pas récolter la graine. En général, on peut commencer autour du 10-15 août. Donc là, en l'occurrence, sur la photo, c'est une faucheuse à double étage. Ça représente entre de 10-15% à 50% des surfaces de chanvre qui sont fauchées comme ça, selon les bassins de production, avec une productivité, un débit de chantier de 1,5 à 2 hectares à l'heure. Ensuite, donc, on a la récolte mixte, où on va donc récolter la graine, donc le chènevis, avec une moissonneuse batteuse, comme vous pouvez voir sur l'image. Donc là, où on a des débuts de chantier assez importants, dans les 3 hectares à l'heure. Et ensuite, on va donc venir faucher les tiges qui restent, avec des faucheuses de type Busatis à double lame. Où là, donc, le début de chantier est plutôt autour de 1,5 à 2 hectares à l'heure. Donc ça se fait en général un petit peu plus tard que la fauche non battue. On est plutôt autour du 15 septembre, entre le 15 et le 30 septembre, selon les zones de production. On peut également avoir ce type de récolte avec des ensileuses où là on récolte paille et graines en même temps. On peut même séparer, on sépare les deux, où donc graines et feuilles peuvent être récoltées sur la partie haute. Et ensuite, les tiges sont récoltées par le bec Kemper et mises en landin directement par la machine. Ensuite, donc, on a la paille qui reste au sol. Donc là, c'est ensuite au fauchage par Busatis. On va donc venir homogénéiser la nappe de chanvre via un passage de faneuse qui permet donc d'accélérer, on va dire, le processus de rouissage ou de jaunissement selon le type de paille que l'on recherche. Donc là, on est sur des débits de chantier de 4 à 5 hectares à l'heure. Ensuite, une fois que la qualité de paille est atteinte, donc soit en paille jaune ou alors en attendant un petit peu plus longtemps en paille rouille, donc un peu plus sombre, on va donc venir aligner la paille en landin. Donc ici, on est sur des chantiers d'environ 3 hectares à l'heure, pour ensuite venir presser. Donc une grande partie des pressages se font en balle ronde selon les secteurs. Dans le secteur chanvrière, on est uniquement en balle ronde. Donc là, ça nécessite effectivement une météo adéquate, à savoir des après-midi plutôt sèches. Donc on va profiter de tous les moments propices pour venir chercher, aller presser la paille. Donc on fait des ballots d'environ 400 kg, diamètre 1,65 m. Là, ici, on est sur un autre type de récolte, type lin textile. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 machines qui ont été mises au point en France. Ici, on est sur la machine qui a été développée par la chanvrière et l'entreprise Crétès, donc pour faire une récolte en alignée type lin, qui ensuite seront repris après séchage par des enrouleuses type union, comme dans le lin, exactement pareil. Et enfin, donc bien sûr, les
Les balles sont rentrées sur l'exploitation et stockées sous hangar. Donc, elles sont stockées selon les qualités de paille que va rechercher la chanvrière. Donc voilà, j'ai terminé pour la récolte. Donc, merci Jérôme, à l'instant. Est-ce que je vais faire une petite conclusion quand même? Je vous remercie déjà tous les trois. Le chanvre en France, c'est 20 000 hectares. C'est 0,06% de la surface agricole utile. Ce n'est rien du tout. Donc n'ayez pas peur, on ne prend pas la place des cultures alimentaires. Et encore, on produit de la protéine. Par contre, c'est la culture qui répond parfaitement aux défis climatiques et environnementaux et ne demande qu'à être développée sur nos territoires. Revenir à 100 000 hectares, soit 0,3% de la SAU, surface agricole utile, pardon, n'est pas une utopie, comme en 1830. Et on peut aller, je pense, bien plus haut. La capacité du chanvre d'être l'or vert du futur, en comparaison avec l'or noir de ces dernières décennies du pétrole, il n'y a qu'un pas. Cependant, pour réussir cette transition, les enjeux techniques, économiques, réglementaires sont à lever pour l'amont agricole. Notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, accompagner la R&D et la génétique, capacité de financement limitée, petite structure. Demain, quand on aura 100 000 hectares, on aura du pouvoir financier. Aujourd'hui, c'est difficile. Améliorer le développement des outils de récolte, vous avez vu quelques-uns, mais c'est que des adaptations. Il n'y a pas vraiment, à part les dernières qui ont été faites sur la récolte textile, il n'y a pas vraiment de constructeurs qui s'y intéressent. Petite filière toujours. Afin de conforter la qualité, les volumes et rassurer l'industrie de deuxième et troisième transformation, nécessité de stocker et d'avoir des contrats pluriannuels. Ne pas être dépendant des aléas économiques comme on en vit actuellement. Reconnaissance et rémunération du stockage carbone dans les produits finis aux producteurs. Et puis une petite touche personnelle. Le chanvre est souvent associé au rêve. Mais la réussite de la filière chanvre est due aux hommes qui ont toujours eu la volonté, l'envie de développer cette culture aux multiples utilisations afin de tirer parti de toute la plante et de toute la noblesse du chanvre. Je vous remercie. S'il y a quelques questions, on est prêt à les prendre. Oui. Qui répond, Fabien ? Ouais, non, c'est juste pour confirmer, il y a des programmes d'études et de recherche avec l'île de la Réunion. Et il y a eu un programme spécifique pour l'enregistrement des variétés. Donc, il y a tout un protocole technique pour l'enregistrement des variétés subéquatoriales. Et donc, ça a été travaillé avec le groupement d'évaluation des végétaux qui est à Angers. Il y a un programme de recherche qui va être signé avec la Colombie. Donc, je pense qu'on est assez proche de l'Équateur. Et depuis 2016, depuis que vous êtes allés en Nouvelle-Zélande, messieurs, rappelez-vous, donc on a un partenariat avec une entreprise qui est connue, c'est Midlands, qui fait du travail en contre-saison. Donc oui, on travaille sur ces aspects-là, sur la photopériode, entre autres. Pour les 3 prochaines années, si nous doublons les surfaces en 2 ans en France, Empit pourra-t-il fournir les producteurs en semences? Vous avez eu le bâtiment tout à l'heure, donc on a un projet 3000 tonnes. Et 3000 tonnes aujourd'hui, je dirais que c'est la première avancée parce que c'est que du stockage après. Donc même si le jour où on n'arrivera pas à tout produire, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, on ne produira pas pour le monde entier. Parce que quand on voit les coûts de transport, c'est du rêve, quoi. Mais on est capable, on a quand même les variétés au niveau des Empit ADN pour développer le chanvre dans le monde entier. Et je pense qu'on est prêt à intervenir. Par contre, on est capable de s'installer même à l'étranger pour produire. Oui, bonjour, Christophe Demille, Ecobios by Sofrapar. Nous avons des protocoles pour le chanvre, également pour la reforestation. Et j'avais une question sur l'emploi éventuel dans la filière des couverts végétaux qui n'a pas été abordé.
et qui pourrait être très intéressant en pré-reforestation ou pour venir travailler les sols morts, entre guillemets. Ça, c'est la première question. La deuxième, on a partiellement répondu, c'était sur la génétique et au niveau de l'international, avoir des collaborations. Mais voilà, parce qu'on travaille également en Colombie sur les couverts végétaux. C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir ce que vous en pensiez. Alors, je vais répondre sur les couverts végétaux. On sait très bien que ça pourrait très bien aller. Aujourd'hui, en France, et je dirais sûrement même en Europe, il est interdit de semer du chanvre en couverts végétaux. Donc là, c'est la réglementation. Elle peut évoluer. Pourquoi pas. J'ai eu une demande il n'y a pas très longtemps, notamment dans le vignoble. Ça les intéresse aussi. Donc, il y a peut-être des voies à ouvrir. Dans d'autres pays, je ne connais pas toutes les réglementations de chaque pays, parce que pour beaucoup, c'est très récent en plus. Et il y a peut-être des opportunités, mais on peut travailler dessus. Christophe, tu voulais rajouter ? Oui, par rapport à la partie, comment on appelle ça, restructuration des sols. Donc il y a un programme qui a été fait avec l'Institut technique des sciences nucléaires qui est à Cadarache, voilà, pour faire un programme d'études sur le sol de Fukushima Daiichi, justement pour aller chercher les éléments radioactifs dans le sol. Donc c'est un programme de valorisation non alimentaire. Le chanvre a été fléché. Et la zone dont vous parlez, sur laquelle on travaille en Colombie, c'est la zone de la Cauca. Donc c'est une zone que je pense que vous connaissez, c'est le berceau de la production de la canne à sucre au niveau mondial. Donc effectivement, il y a un problème de monoculture et le chanvre va venir dans ce partenariat avec l'université qui est là-bas et l'école supérieure des techniques de l'outre-mer qui est à Angers, l'ISTOM, qui forme des ingénieurs pour la restructuration des sols. Oui, bonjour, Daniel Salmon, je suis sénateur d'Ille-et-Vilaine. Je suis très intéressé par la filière chanvre puisque ma région a connu 3 siècles de prospérité grâce à cette plante. Et donc, je sais qu'elle a énormément d'atouts. J'avais juste une question concernant la diversité génétique. Vous avez expliqué qu'il y avait des populations, si on peut me réexpliquer un petit peu ce que c'est, des populations avec chaque pied avec une génétique différente. Et est-ce que la sélection que l'on opère pour les semences ne va pas conduire à venir réduire cette diversité génétique et donc apporter les mêmes problématiques que l'on a sur d'autres semences avec de nombreux ravageurs. Voilà, merci. Je pense que je vais donner la parole à nos techniciens. Bonjour, donc, Fabienne Matisse, je suis responsable du laboratoire de recherche et développement. Oui, en effet, la diversité génétique, elle est liée en fait aux variétés qui ont préexisté jusqu'à présent, parce qu'en fait, il n'y avait pas non plus nécessité de répondre à des caractères très très spécifiques. On partait sur des plantes pour de la papeterie, donc pas besoin de caractères très contraints. Là, les marchés se diversifient. Quand on part sur des biocomposites, quand on parle textile, c'est évident que les caractères qu'il va falloir sélectionner vont nécessairement nécessiter la restriction génétique de la plante. Alors, on va bien faire attention à mettre le curseur au bon endroit, mais on peut pas. Voilà, c'est pas dogmatique. La génétique, il faut pas non plus. C'est une science, et donc on peut pas être dogmatique et dire on va partir sur de la diversité quoi qu'il en coûte. Non. Si on veut sur des marchés très spécifiques apporter la plante nécessaire demandée par ce marché, il va falloir travailler la génétique. Après, pour compléter ce que vous venez de dire, si je peux me permettre, juste pour compléter, s'il vous plaît, voilà. Le travail qu'a fait la FNPC depuis 1932, c'est un travail de collection. Ce travail-là a été suspendu pendant 15 ans et aujourd'hui, il est repris dans le cadre des travaux de MPIT ADN au niveau mondial. Donc, une des missions de la structure que vous avez créée par association capitalistique, c'est de maintenir la diversité génétique. Donc, c'est le rôle du sélectionneur, c'est de veiller effectivement par les accords internationaux à ne pas disperser les génétiques de n'importe quelle manière et de préserver les ressources. Donc on a un travail et on a une forte responsabilité sociétale, c'est de conserver les ressources génétiques. C'est ce qu'on fait avec le Japon, c'est ce qu'on fait avec l'Amérique du Sud, c'est ce qu'on fait avec l'Asie et c'est ce qu'on fait avec les Américains, principalement. Et moi, je rajouterais en même temps, au niveau génétique, si on arrive à réduire la floraison, descendre la floraison de 4 semaines à 2 semaines, aujourd'hui on agit directement sur le revenu de l'agriculteur. Parce que les producteurs le savent, aujourd'hui, on laisse combien de graines au champ ?
c'est énorme, quoi. On a une floraison qui est bien trop longue, quoi. Et on a beaucoup de boulot, on le sait, au niveau de la sélection, et on y travaille. Oui, merci beaucoup, Terence Chanvrier dans les Landes. J'avais juste une petite question tout à fait candide par rapport à toute la recherche génétique que vous avez pu faire, à savoir, est-ce que le taux de THC dans la plante a un impact sur sa rusticité, sur sa manière dont elle se protège des variétés, des maladies, ce genre de choses? Voilà, est-ce que dans vos laboratoires, vous avez pu voir ce genre de choses? Merci beaucoup. À ma connaissance, ça n'a pas d'impact, puisqu'on a dans nos variétés actuellement, et depuis plus d'une dizaine d'années, des variétés à 0% de THC. Et elles poussent très bien, il n'y a pas de problème de maladie, ni autre. Donc, à ma connaissance, ça n'a pas d'impact.